Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Décrypter l'Afrique. Vous regardez sur notre chaîne YouTube et sur Vox Africa une nouvelle édition de notre nouvelle émission Décrypter l'Afrique, la quotidienne. Une quotidienne qui a vocation à durer au moins pendant les mois qui viennent, durant lesquels il y aura de nombreux scrutins présidentiels sur le continent. Au sommaire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, bien entendu, l'actualité ne s'arrête pas malgré le nouveau séjour privé d'Alassane Ouattara en France. L'ancien Premier ministre Patrick Hachi fait le buzz avec sa renonciation à l'allégeance à la nationalité française, ce qui crée de nombreuses supputations. Et la commission électorale indépendante annonce déjà préparer les prochains scrutins, les législatives, et convoque les partis politiques à cet effet. Volonté de diviser l'opposition ou manœuvre habituelle, on va dire. J'en parlerai avec mes confrères Norbert Navarro et Jean-Paul Auro. Bonjour Norbert, bonjour Jean-Paul. Bonjour Théo. Bonjour Alors Théo. je le disais, en Côte d'Ivoire, l'actualité préélectorale ne prend pas de vacances, même si Alassane Ouattara s'est rendu en France pour une nouvelle visite privée. Et les signaux préoccupants se multiplient. Alors que nous préparions cette émission, nous apprenions que le président de la commission électorale, Koulibaly, Coulibaly, a annoncé lors d'une conférence de presse que non seulement les élections législatives se tiendraient le 27 décembre prochain, mais qu'en plus, une révision de la liste électorale serait très improbable d'ici là. Une véritable bombe politique qui met au second plan une seconde information, laquelle suscitait déjà les interrogations. Pourquoi l'ancien Premier ministre Patrick Hachi a-t-il renoncé à sa nationalité française alors qu'il n'est pour l'instant pas question qu'il soit candidat à la prochaine présidentielle? Et qu'est-ce que tout cela nous dit de l'article 48 du Code de la nationalité ivoirien et peut-être de son usage, on va dire, à géométrie variable? Pour en parler, j'ai à mes côtés Norbert, que je vous ai déjà présenté, qui est journaliste. Alors, commençons par évoquer la renonciation de Patrick Hachi à sa nationalité française. Quel sens tout cela peut avoir? Arthur Banga, que nous avons sollicité, mais qui n'était pas disponible, considère qu'il s'agit d'un acte de candidature à la candidature pour le poste de vice-président et ajoute que Patrick Hachi n'est pas concerné par l'article 48 du Code de la nationalité. Alors, on va d'abord prendre la première partie de cette intuition. Patrick Hachi, candidat pour le poste de vice-président, est-ce que c'est un message, un signal que le RHDP envoie au grand sud du pays pour dire que son fils est promis à de plus hautes fonctions si Alassane Ouattara est élu au bout des élections du scrutin présidentiel d'octobre? C'est une forte probabilité. Du point de vue politique, on peut imaginer que le président Alassane Ouattara puisse agir de la sorte, histoire de rassembler au-delà de sa base électorale, de son bastion qu'est le Nord, certainement au niveau du Sud, de l'Est aussi, dit que le RHDP n'est pas cantonné uniquement dans cette partie septentrionale de la Côte d'Ivoire. Ça peut être une stratégie qui peut certainement attirer un autre électorat pour le RHDP. Mais à côté de cela aussi, il y a la question que il est tout à fait normal, s'il veut être vice-président de la Côte d'Ivoire, qu'il soit exclusivement ivoirien, parce qu'il est potentiellement présidentiable en cas de vacances du pouvoir. Donc, imaginez toutes ces possibilités-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Patrick Hachi s'inscrit du point de vue de ce que Arthur Banga a évoqué. C'est possible à plus d'un titre que Patrick Hachi ait fait renoncer à son allégeance à la nationalité française pour espérer peut-être être vice-président de la Côte d'Ivoire si le président de la République, Alassane Ouattara, le sollicite. Alors, on peut penser qu'il n'est pas candidat à la présidentielle, quand même, avec dans les délais qui sont... Au-delà des délais, le RHDP ne se permettra pas, et Patrick Hachi, qui était président du congrès du RHDP tout dernièrement, ne se permettra pas ce tact outrecuidant voulant être candidat à la présidentielle. Mais je pense qu'il se met dans la disposition, qu'il faut pour être président de la Côte d'Ivoire, mais dans une autre démarche, en cas de vacances du pouvoir ou une démarche dans une situation de vice-président de la Côte d'Ivoire. C'est une éventualité qu'il ne faut pas ignorer. Moi, je pense qu'il y a bien longtemps que Patrick Hachi a des ambitions présidentielles en Côte d'Ivoire. Le fait même qu'il ait été choisi pour être président du dernier congrès du RHDP, est-ce que ce n'est pas un signal qu'Alassane Ouattara envoie
à ses troupes en désignant d'une certaine manière Patrick Hachi, alors qu'on sait que il a été éconduit la dernière fois de la primature de manière assez brutale. Oui, c'est un message, c'est vrai, il a été éconduit, on se souvient des scandales qui sont survenus par rapport à l'organisation de la CAN, ce qui s'était passé au stade du BMP. Mais Patrick Hachi est revenu après l'histoire du fameux bateau qui avait connu une avarie, le Zimrida, et il est revenu dans les grâces, il est entré au sein du gouvernement. Est-ce pour des raisons politiques? On peut le présumer, on peut le supposer, parce que certainement à partir de ce moment, le président Alassane Ouattara est dans une vision, il est en train de voir son successeur et il a certainement envie de ratisser large, ne pas rester dans son bastion qui est le nord de la Côte d'Ivoire et puis ne pas présenter le RHDP comme un parti qui est régionaliste, comme un parti qui est sectaire, et il serait bon pour lui d'avoir certainement, comme on dit, un chrétien à la tête, quelqu'un qui n'est pas du Nord, qui est chrétien. Le fameux concept de chrétien du Sud. Voilà, cela donnerait un autre visage au RHDP pour éviter de penser comme le ministre-gouverneur d'Abidjan, qui à un certain moment, lors de l'arrivée du président du PDC, Tidiane Thiam, dans l'arène politique, il a dit à ses militants que regardez-le bien, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Thiam, mais il n'est pas des nôtres, il n'est pas du Nord, il n'est pas musulman. Non, ce n'était pas le gouverneur d'Abidjan. Si, c'est Bakongo. C'est Bakongo. C'est Bakongo l'a dit. Bon. Donc aujourd'hui, il serait bien pour le président Alassane Ouattara, le RHDP, d'avoir un candidat ou un vice-président ou un président même qui serait chrétien et qui ne serait pas du Nord. Alors, Norbert, Patrick Hachi, candidat à la candidature au poste de vice-président? Pourquoi pas? Qui suis-je pour contredire le président des journalistes ivoiriens en France, notre ami Jean-Paul Aureau? Est-ce que je peux rajouter un petit élément de contexte sur lequel tu es passé très vite, Théo, au départ de notre sujet, qui va probablement alimenter les affairages à Abidjan, mais après tout, on est là pour ça. C'est la visite de Alassane Ouattara à Paris. Puis-je faire en France, hein. Ça peut être Paris, ça peut être Mougins. Tous les sites que j'ai consultés, tels que l'Infodrome et bien d'autres, parlent de Paris, ne parlent pas de la France. Hein. Paris. Bon. Puis-je faire remarquer, mes chers confrères, que nous sommes mi-août à Paris et qu'il n'y a pas un seul officiel à Paris, mi-août. Puis-je le faire courtoisement remarquer sans vouloir faire offense au président ivoirien? En gros, c'est un voyage privé qui a été annoncé par la présidence. Ah bah oui, non, c'est pas seulement à Abidjan, on a dit, oh mais alors qu'est-ce qu'il est rusé, qu'est-ce qu'il est fort, il fait un coup politique. Peut-être, moi je ne sais pas, peut-être. Et si ça n'était pas ça? Et si c'était autre chose? Enfin, si c'était un problème de santé, tu as envie de dire? Alors moi, j'ai rien dit, c'est toi qui l'as dit. Mais j'ai l'esprit mal tourné, donc j'imagine des choses que je ne sais pas. En tout cas, tu connais bien la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara vient à Paris maintenant, après ce qui vient de se passer, avant ce qui va se passer. Ce qui vient de se passer, c'était le 9 août avec une marche durant laquelle l'opposition ivoirienne a marqué un grand coup. Ça, il n'y a que nos confrères du Patriote pour le contester. Patriote, c'est le journal proche de Alassane Ouattara, et on les comprend, on est de tout cœur avec eux, on a une pensée pour eux. Et ce qui va se passer ce samedi sur les mêmes lieux, place Fikayo à Yopougon, le giga-meeting de Laurent Gbagbo, le président est à Paris. Non, c'est tout. Je voulais simplement qu'on ne continue pas la conversation sur Patrick Hachi sans ce petit détour qui concerne le grand chef. Voilà. Et Patrick Hachi, candidat à la vice-présidence? Ça, moi, je ne sais pas s'il est candidat à la vice-présidence. Ce que je sais, c'est qu'il renonce à sa nationalité française, c'est-à-dire, en clair, à la nationalité de sa maman. Et il le fait justement maintenant. Voilà. J'ai vu, comme vous, qu'un confrère à Abidjan nous a donné l'explication, c'est pour mieux devenir vice-président de la Côte d'Ivoire après les élections.
Je vois aussi qu'on nous annonce que les législatives sont programmées pour le mois de décembre. En clair, ce qui nous attend, c'est une pure formalité et le reste, il ne faut pas le regarder. Ben si, nous, on le regarde, on le voit. Et là, je parle sous le contrôle de Jean-Paul. On le voit. On voit qu'il y a des manifestations d'ampleur organisées par l'opposition. On voit ressurgir des fantômes du passé, des hommes encagoulés qui nuitamment vont se saisir d'élus de la nation, qui disparaissent pendant un certain temps sans qu'on sache où ils sont. On voit des violations permanentes des droits les plus élémentaires de la personne humaine, des accusations farfelues sur des prétendus complots dont on attend le commencement du début d'une preuve. On voit des accusations contre un ancien ministre qui aurait eu des paroles malheureuses concernant des menées supposées de la Côte d'Ivoire vis-à-vis d'un de ses voisins. Le climat est très malsain. Le président est à Paris. Voilà. Moi, je pose simplement des éléments de décor sous le contrôle de mon confrère. Est-ce qu'il y a quelque chose qui colle dans cette affaire? Je ne crois pas. Alors forcément, avec cette affaire Patrick Achille, Norbert, on se dit que la question de l'instrumentalisation de ce fameux article 48 contre Tidjane Thiam ressurgira, parce que, a priori, nous disent certains amis, Patrick Achille n'est pas concerné par l'article 48, mais à y lire de près, ce n'est pas si simple que cela. Oui, parce que Patrick Achille n'est pas concerné par l'article 48 du Code de la nationalité en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Il est né français, il est né avec la nationalité française, puisque sa mère était française. Mais le problème, c'est que... Le même article 48 dit que finalement, il n'est pas... Ce que cet article 48 exclut ne sont pas seulement ceux qui ont pris une autre nationalité, mais c'est ceux qui déclarent une autre nationalité. Non, c'est-à-dire que l'article 48 concerne des majeurs. Lorsque Patrick qui déclarent une autre nationalité. Alors, lorsque Patrick Achille vient au monde, il est mineur par définition et il est français, parce qu'un de ses parents, sa mère en l'occurrence, est français, française en l'occurrence. Ça, c'est clair. Mais Tidjane Thiam, quand il naît, son père, son papa, est citoyen français. Donc, il est lui aussi français. L'affaire Thiam n'aurait même pas dû exister, se poser. Il s'avère que, par la suite, et bien plus tard, en 1987, parce qu'il fallait qu'il ait des papiers qu'il n'avait pas, parce qu'il ne les avait jamais réclamés, il a demandé des papiers français dont il avait besoin. Et à ce moment-là, il y a eu un acte qui a été posé, qui a été versé au procès. Et c'est ça qu'on lui a reproché. C'est-à-dire qu'il a demandé, alors qu'il était majeur, qu'il a demandé une nationalité française. Mais en fait, il l'avait déjà. Donc, c'est également le cas de quantité d'Ivoiriens, et pas seulement des dirigeants, qui sont nés du temps de l'Empire français, et qui sont nés du temps où les sujets ivoiriens étaient français, avec un statut particulier, mais ils étaient français. Bien. Bon, donc c'est un cas particulier, et à l'occasion du renoncement de Patrick Achille à son allégeance française, c'est comme ça qu'on dit, c'est la procédure, en clair, son renoncement à la nationalité française, on a découvert à ce moment-là quelque chose qui est tout sauf une surprise, c'est que Patrick Achille était lui aussi français. Donc, il y a des confrères qui, à Abidjan, ont immédiatement fait le parallèle entre les deux cas. C'est la raison pour laquelle nous en parlons. Ben justement, en fait, tout cela m'a permis de revenir sur cet article 48, qui n'a rien de clair, dans la mesure où, même si il est question de déclarer ou bien d'utiliser notre nationalité, même si vous êtes français à 16 ans et puis à 19 ans, vous déclarez cette nationalité, est-ce que ça n'entraîne pas les mêmes conséquences? C'est-à-dire, c'est un article
qui, d'une certaine manière, remet en cause la notion de double nationalité de manière générale. C'est vrai, ça remet en cause la notion de double nationalité en Côte d'Ivoire, mais en réalité, Patrick Kachi et Tidiane Thiam, comme Norbert l'a évoqué, sont dans la même situation. C'est deux personnes qui naissent à la fois ivoiriens et français. En fait, la question de la double nationalité en Côte d'Ivoire, c'est pas que ce n'est pas accepté pour l'Ivoirien exclusif à sa naissance qui prend une autre nationalité à sa majorité. C'est deux choses différentes. En Côte d'Ivoire, lorsque, comme beaucoup, comme Norbert l'a évoqué, Tidiane Thiam, son père est français en 1962. Quand il naît, son père est français. Mamadou Thiam est exclusivement français. Il n'est pas le seul, c'est un fonctionnaire français issu de la colonisation qui est patron de la radio ivoirienne, et il n'est même pas le seul. Il y a le père de la ministre ivoirienne, Goudou Raymond, qui est également aussi guadeloupéen, qui elle aussi, elle naît, son père est français d'origine. Et en ce moment-là, Tidiane Thiam naît quelque temps après. Mamadou Thiam doit être nommé ministre. Amadou Thiam doit être nommé ministre de l'information d'Oufou-Boigny. Oufoué le naturalise de sorte qu'il puisse être ministre. Mais Tidiane Thiam naît français. Du coup, il est inscrit dans le registre des enfants nés français au plateau et il est inscrit aussi dans les registres ici à Nantes. Juste une petite précision. Amadou Thiam devient ivoirien 3 mois après la naissance de son fils Tidiane Thiam. 3 mois. Donc c'était bien avant que vous faites le naturalisme. Donc il était déjà... Et Jean-Paul Aureau vient de le dire au passage, lorsque Tidiane Thiam est né, il est né aussi français, avec la double nationalité français. Or l'article 48 ne porte que sur les Ivoiriens majeurs qui ont réclamé la nationalité En même temps, française. c'est un article ambivalent, polysémique et en réalité... Donc, je finis mon développement, excuse-moi, je finis mon développement. De la même façon, Patrick Kachi, né d'une mère française, comme tu l'as évoqué, est né à la fois ivoirien et français. On ne peut pas lui arracher cette filiation parce que c'est une filiation avec laquelle il est né. C'est le cas de Michel Gbagbo, qui est né à la fois français et ivoirien. Mais c'est le jour où il voudra être président de la République de Côte d'Ivoire, il devra se débarrasser de sa nationalité française. Comme je l'ai dit, en Côte d'Ivoire, les gens qui sont nés cette fois, donc Tidiane Thiam et Patrick Kachi, c'est la même façon, mais certainement que la justice ne les traitera pas de la même manière. Oui, exactement. Parce que Patrick Kachi demeure sur les listes électorales. Étrangement. Oui, non, mais Tidiane Thiam devrait y être également, puisque comme vient de le dire mon estimable confrère, il est né français. Donc il était mineur à la naissance. Et donc il est dans le même cas, a priori, que Patrick Kachi. La seule différence, c'est que par la suite, pour des démarches particulières, il a fait une demande à ce moment-là de nationalité française en 1987, et là il était majeur, ça c'est vrai. Et donc c'est sur cette disposition-là qu'il a été déchu de ses droits à la... Il faudra qu'on fasse une petite précision. Moi, dans mes recherches, je fouille. En fait, Tidiane Thiam c'est une affaire d'Oufou-Boigny et son ami Chirac. Exactement. C'est une affaire d'Oufou-Boigny et son ami Chirac. On lui fait un décret de naturalisation sans informer Tidiane Thiam. C'est quelques jours après. Exactement. Il reçoit son décret et pour une question de paperasse, on lui envoie le document ou du moins le dossier à signer. Rentré dans l'administration française, on sorti les documents, la signature de Tidiane Thiam est postérieure à son décret de naturalisation. Donc, c'est un peu, pour parler comme son avocat, ce décret de naturalisation, c'est ce qu'on appelle en droit de la surabondance. En réalité, il n'en avait pas besoin parce qu'il est né français. Voilà. Ça, c'est un principe dans l'article 18 du Code de nationalité française. Pour être français, il faut être né d'un parent français. Que tu aies fait les papiers, tu n'as pas fait les papiers,
tu es français. Le fait que tu aies un seul parent français, tu es français. Que tu aies la documentation ou pas, tu es français. Si je peux me permettre, Jean-Paul vient de détruire la procédure qui a amené à l'éviction de Tidjane Thiam de la liste électorale. Il vient de la détruire en quelques minutes, et c'était très très clair. Mais cette décision à caractère manifestement abusif du tribunal d'Abidjan est doublement choquante parce qu'elle n'est pas susceptible de recours. Ce qui veut dire que lorsque la liste électorale sera rouverte après les élections, pourquoi ça sert de rouvrir après les élections, à ce moment-là, il pourra se réinscrire sur la liste électorale, c'est-à-dire plus tard. Donc on voit bien comment appelle-t-on ça en français ? Quelle formule, quelle image pourrait-on prendre ? Un tour de passe-passe, des arguties judiciaires derrière lesquelles se retranche le pouvoir pour justifier ce qui se passe. À mon avis, c'est de très très mauvais augure pour l'avenir à court et à moyen terme de la Côte d'Ivoire. Alors, comment expliquer, on va passer au sous-sujet suivant, comment expliquer la mise à l'agenda à toute force des législatives de décembre et surtout le fait que le président de la commission électorale considère comme impossible toute révision de la liste électorale d'ici le 27 décembre 2025. Parlons déjà de cette annonce tambour battant des législatives et de l'organisation de réunions avec les partis politiques pour parler des législatives alors que l'échéance la plus proche, c'est l'élection présidentielle. Pour moi, le président de la CEI, puis Biya Coulibaly, Ibrahim, est en train de conforter l'opposition dans sa méfiance vis-à-vis de lui et de sa présidente de cet organe administratif qui est en charge d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. Je me souviens, lors de l'annonce de la révision de la liste électorale qui a commencé en 2024, il avait dit que la révision de la liste électorale se ferait après l'élection présidentielle. Et je me souviens, il avait dit « Faites-moi confiance ». Ils lui ont fait confiance d'une certaine manière parce qu'aujourd'hui, il annonce que une RLE ne pourrait pas se faire avant les élections législatives. D'abord, il écoute le mandat des députés actuels parce qu'ils ont été élus en mars 2021. Donc, normalement, c'est 5 ans. S'il doit y avoir des élections, c'est en mars 2026. Il veut organiser les élections législatives en décembre 2025. D'abord, leur mandat sera écouté de 3 à 4 mois. C'est pas normal. Et puis, ça exclut même Tidjane Thiam et certains qui sont exclus de la liste électorale. Tout cela, ça les exclut des élections législatives. Voilà. Tidjane Thiam ne peut pas être candidat à Yamoussoukro, à Abidjan, ou Toumoudi, ou à Babou. Non, c'est fini. C'est mort pour lui. Si les choses restent en l'état, c'est fini. Il va attendre dans 5 ans. Voilà la réalité. Aujourd'hui, et mieux, il y a une situation politique tendue en Côte d'Ivoire. On a le sentiment que la CEI fait de la dilettante pendant que les acteurs politiques sont à couteau tiré, si je peux me permettre l'expression. L'opposition est vent debout, le pouvoir qui bande les muscles. Dans cette situation, la CEI se lève et puis pense déjà à l'autre étape. Pendant que l'étape d'avant, c'était l'élection présidentielle, les conditions que l'opposition demande ou réclame ne sont pas mises en place. Lui-même, il est mis en doute. Son fichier électoral n'est pas crédible pour l'opposition. Et puis lui, il s'en fout, il avance, il fait son truc. Et c'est comme si, comme je le disais tantôt, il fait de la dilettante, on oublie la question de la présidentielle et on va sur autre chose. Mais moi, je pense que est-ce que ça ne va pas diviser l'opposition, justement, certains partis mineurs essayant de négocier non, je ne pense pas. L'opposition actuelle en Côte d'Ivoire, comme je le disais tantôt, est vent debout.
ils savent ce qui est en train de se passer, ils imaginent la démarche de Kuibiya, le président de la CEI. Pour eux, c'est un moment de distraction qu'il est en train d'organiser, mais je pense qu'ils sont focus sur l'objectif pour la présidentielle. Ça ne va pas diviser l'opposition, bien au contraire. L'opposition est en train de se rassembler. Ou alors aujourd'hui, le président Pascal Affi-N'Guessan, qui est invité personnellement au meeting du président Laurent Gbagbo du PPACI à Yopougon le samedi prochain, l'opposition en train de se rapprocher, comme le disait Mme Simone Gbagbo il y a quelque temps, on va s'attendre devant. Moi, je pense que le devant n'est pas très, très, très loin. Oui, Norbert. Oui, ben, tiens, je rebondis sur ce que vient de dire Jean-Paul. Simone Gbagbo, parlons-en, elle ne parle pas. Avez-vous remarqué le silence de Simone Gbagbo en ce moment? Je le souligne. Ça aussi, ça a un sens. Quel sens? Je ne sais pas. Il faudrait lui poser la question. Mais, tu n'as pas tendu ton micro. Alors, mais si elle nous regarde, madame, vous êtes la bienvenue à décrypter l'Afrique, la quotidienne. Non, il y a Simone Gbagbo, Affi-N'Guessan qui rentre au bercail, mais oui, c'est une manœuvre de diversion, je l'avais déjà dit sur ce plateau, et d'autant plus que, quand bien même le mandat des députés serait arrivé à échéance en 2025, de toute façon, la loi est très claire. On prolonge, si nécessaire, lors de l'ouverture de la session parlementaire suivante, on prolonge la durée du mandat des députés. Donc il n'y avait aucun risque de vacance du pouvoir. Aucun. Alors le véritable enjeu, c'est la non-ouverture à de nouveaux électeurs de la liste électorale. Tout à fait. Oui, mais ça va porter sur quoi? Parce que... encore une fois, toutes ces manœuvres qui ont été opérées concernent quelques personnes. Concernent Tidjane Thiam. L'article 48, c'est à se demander s'il n'a pas été rédigé pour lui et seulement pour lui. Évidemment non, quand je dis ça, je sais très bien quand il a été rédigé, mais son usage, c'était un usage unipersonnel, puisqu'on a bien vu que plein d'Ivoiriens étaient dans ce cas, à commencer par Patrick Hachi. Laurent Gbagbo, c'est une décision aussi intuitu personnée, puisque dans son affaire, on a bien vu que d'autres anciens condamnés avaient été amnistiés, c'est le cas de Justin Koné-Katinan. Donc, on fait du spécifique, mais la liste électorale, elle est aussi pas mal remplie de partisans de l'opposition qui sont là. Mais justement, en fait, ne pas ouvrir la liste électorale, c'est empêcher un mouvement de mobilisation de l'opposition. Bien sûr. Tous ces électeurs qui auraient été frustrés de la présidentielle d'octobre, qui participeraient massivement aux législatives, et dans un contexte de fin de règne, même si c'est une longue fin de règne, est-ce que le pouvoir RHDP n'a pas peur de se retrouver avec une Assemblée nationale dominée par l'opposition et prendre déjà ces dispositions pour que ça n'arrive pas, Jean-Paul? Oui, possiblement. Ce que tu évoques, Théo, c'est le commentaire ou du moins les observations que font les partis d'opposition. Norbert vient de l'évoquer, il n'y avait pas d'urgence à organiser des élections législatives pour renouveler l'Assemblée nationale. Si c'est le cas, l'Assemblée nationale peut se retrouver et prolonger les mandats des députés de 3 mois, de 6 mois, sans problème. C'est certainement peut-être cette crainte que s'il y avait une nouvelle RLE qui se faisait après les présidentielles, peut-être qu'il y aurait une nouvelle vague d'inscrits, de nouveaux inscrits, vu la capacité de mobilisation que l'opposition aujourd'hui est en train de réaliser avec cette fameuse marche qui vient de se dérouler, où l'essentiel de ce qui était à cette marche était uniquement des jeunes, la moyenne d'âge doit tourner autour de 25 ans. Quand on regarde cela, on s'y dit, il y a l'opposition en train de véritablement de remobiliser ses troupes. Et certainement au niveau du pouvoir, ils n'ont pas intérêt à ce que ceux-là soient sur la liste électorale. C'est probablement des électeurs de l'opposition. Donc pour moi, c'est une crainte de observation de l'opposition qui ont tout à fait leur justification. Dans ce contexte psychologique, est-ce que nous tournons cette émission avant la marche du 16 août, est-ce que finalement cette marche n'est pas un peu
périlleuse dans la mesure où le pouvoir et ses satellites, notamment la commission électorale, qui a à peu près un satellite du pouvoir en Côte d'Ivoire, on peut se permettre de le dire, on a l'impression qu'ils durcissent face à cette poussée de la rue. Est-ce que la deuxième poussée de la rue, celle du 16 août, qui est un peu mieux préparée, ne va pas être l'objet d'interdiction ou alors de sabotage? Oh, je ne le pense pas. Ce serait une erreur de la part du pouvoir de tenter d'interdire cet événement où il y aura une prise de parole du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, au-delà de toute supputation, garde encore sa capacité de mobilisation, garde encore cette immense, je dirais, cote de sympathie auprès des populations ivoiriennes, surtout auprès des jeunes. Il a cette vision, cette approche de la vie publique et politique qui est partagée par beaucoup de jeunesse africaine, surtout les questions liées au panafricanisme, à la souveraineté, à la véritable émancipation des peuples africains. Et ça, c'est le cheval de bataille de Laurent Gbagbo depuis qu'il est entré dans la vie politique ivoirienne. Donc je ne pense pas que le pouvoir ait intérêt à annuler cet événement qui pourrait avoir peut-être, l'annulation pourrait avoir des conséquences autres. Aujourd'hui, le pouvoir, l'opposition plutôt, est dans une dynamique. La casser pourrait avoir des conséquences que le pouvoir ne pourrait pas contrôler. Moi, je pense qu'il serait bon de laisser Laurent Gbagbo parler à ses sympathisants, parler à ceux qui ont envie de l'entendre. Et puis voilà, les choses vont se faire. Mais déjà que le pouvoir même est en train d'agir en utilisant la justice, la police, mais cette tentative d'intimidation, pour moi, je le perçois comme ça, la pression judiciaire sur les cadres et certains militants du PPACI, de l'opposition, mais ça n'a pas débuté maintenant. Peut-être que maintenant, le vice, ils sont en train de tourner les vis. Moi, je me souviens, en janvier, le ministre Dosso Charles Rodel, il a été arrêté juste pour une manifestation contre la vie chère. Il y a un autre qui est encore en prison depuis janvier 2005. Il y a un autre détenu. Voilà. Il y a 2025. Il y a un autre activiste, cyberactiviste, PPACI, Gala Koulibi, qui est encore en prison. Il y a un syndicaliste, je ne me souviens plus trop de son nom, qui est en prison. Donc, ils sont certainement en train de tourner le vice, mais à mon sens, ça ne découragera pas l'opposition. En tout cas, ça ne découragera pas Laurent Gbagbo parce qu'il sait au fond de lui que ces différentes manœuvres sont en réalité des tentatives d'intimidation. C'est pas un Laurent Gbagbo, avec ça qu'on fera peur à un Laurent Gbagbo. Il le dit lui-même, est-ce qu'ils me connaissent? Est-ce qu'ils savent que je m'appelle Laurent Gbagbo? Quand il dit ça, il entre leur dit que c'est dans l'adversité que cet homme-là devient véritablement redoutable. Il ne faudrait pas faire croître artificiellement cette adversité. Norbert, je vais te donner le mot de la fin. Quelle perspective pour le week-end qui vient? Un week-end qu'on va commenter dès lundi, qu'on va commenter autant que faire se peut avec des voix du RHDP, car nous tenons au caractère pluriel cette émission. Bien sûr. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu la possibilité d'avoir des personnes du RHDP ou proches du RHDP, parce que, on l'a expliqué déjà, mais lundi, on voudrait bien faire un bilan du week-end, mais qu'est-ce que tu présages de ce week-end? Alors, déjà une précision, ça n'est pas une marche, samedi, c'est un rassemblement sur la place. Ça change quand même pas mal de choses, parce qu'une marche, c'est toujours un peu plus compliqué. Il faut un service d'ordre. Ça peut être dangereux, il peut y avoir des provocations. Mais un rassemblement peut se transformer en marche dans la mesure où s'il y a beaucoup de gens qui vont au même endroit, quand des gens vont vers un festival, des fois ça a l'air d'une marche. Mais bon, bref, en tout cas, là, c'est bien délimité, c'est clair, c'est net, c'est précis. Bon, les gens qui vont parler, oui, on voit mal comment le pouvoir pourrait continuer à faire de la publicité, bien malgré lui, à Laurent Gbagbo en l'interdisant, mais il n'y a aucun problème. Ça serait la meilleure des nouvelles qui pourrait lui arriver. Il va prendre la parole en tant que chef de l'opposition. Je vous rappelle quand même que lorsque le Front commun a été créé le 19 juin dernier, le président Tidiane Thiam était en duplex depuis Paris et qu'il a bien clairement désigné Laurent Gbagbo comme le chef de l'opposition, que ce chef vient devoir revenir à lui une
brebis égarée qui s'appelle Afin Guessant, à qui il avait laissé, Afin Guessant appréciera. à qui il avait laissé l'enveloppe vide. Voilà qui revient, qui rentre au bercail. En attendant les autres, Simone Gbagbo se tait, donc la Côte d'Ivoire retient son souffle. Et pendant ce temps, on parle de Patrick Hachi. Alors pour en terminer avec Patrick Hachi, parce que ça on a oublié de le dire tout à l'heure et c'est un peu dommage, Patrick Hachi, ces derniers temps, de ce que j'en sais, je pense que je suis plutôt pas trop mal informé sur la Côte d'Ivoire, ne se sentait pas très bien dans cet attelage RHDP qui se résume en fait au RDR. Il faut rappeler quand même à nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément au fait des arcanes de la vie politique ivoirienne que Patrick Hachi, ça n'est pas un militant du RDR à l'origine, c'est un transfuge du PDCI RDA, que pendant que d'ailleurs le RDR était aussi un essaimage du PDCI RDA. En quelque sorte, le RDR, jusqu'à la création du RHDP, était une sorte de filiale un peu nordiste de la... Filiale rebelle, enfin pas rebelle au sens rébellion militaire. L'opération une filiale affranchie. Une fois installé au pouvoir, l'opération qu'a tenté en vain Alassane Ouattara, ça a été de prendre le contrôle de l'ensemble, c'est-à-dire en fait de faire en sorte que le PDCI aille se fondre au sein du RHDP. C'est un peu comme si une entreprise filiale essayait d'absorber la maison mère. Ça ne marche jamais, ou très rarement. Il y a des exemples qui ont réussi, mais dans ce cas, c'était toujours parce qu'il y avait eu une intervention de l'État. Là, peut-être qu'il y avait une intervention, non pas de l'État, mais d'un autre État, je ne sais pas. Toujours est-il que ça n'a pas marché. Parce que Henri Konan Bédier a dit non. Okay, et aujourd'hui, le RHDP, RDR, se retrouve avec effectivement quelques transfuges, quelques prises de guerre, comme on disait du temps de Sarkozy, dont Patrick Hachi, mais aussi Adjoumani. Il y a eu en son temps Daniel Kablan-Duncan, qui avait été bombardé vice-président de la République et qui un jour a claqué la porte sans jamais dire pourquoi. Donc, est-ce que Patrick Hachi veut marcher dans les pas de Daniel Kablan-Duncan, qui lui aussi a été Premier ministre ? Et si oui, pourquoi ? Comment se fait-il qu'on le ramène ? Moi, je ne sais pas, mais je crois... oui, j'ai des souvenirs de Patrick Hachi en 2010. Il me semble qu'il avait occupé des fonctions éminentes au moment des élections. Je n'arrête pas de penser à ça. Alors, je m'explique clairement. Et Jean-Paul, tu me corrigeras si tu veux bien. Comme les autres partis, comme Laurent Gbagbo, qui était à l'époque président de la République, le PDCI avait mis en place une structure interne au parti pour surveiller le scrutin. Et le chef de cette structure, c'était Patrick Hachi. Okay ? Lorsque la crise post-électorale a commencé, on a assisté à une guéguerre de résultats qui ont été affichés, y compris ceux que Laurent Gbagbo, le candidat Laurent Gbagbo, avait calculé de son côté avec Don Melo. Awa Don Melo et le BNET, c'était les fameux résultats de la SILS, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Tout à fait. Bien. Donc il y avait une querelle de résultats, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai gagné, j'ai perdu, non t'as gagné, non t'as perdu. Il n'y en a qu'un qui n'a jamais donné signe de vie dans cette querelle de chiffres. C'était le premier tour. Oui, au premier tour, le PDCI, qui avait été éliminé au premier tour. Et c'est Patrick Hachi qui dirigeait la cellule, à grands frais d'ailleurs, hein, qui avait calculé, qui avait mis en place un système de contrôle du scrutin. Et tout ça a été mis à la poubelle instantanément et il n'y a jamais eu de communication là-dessus. Je signale que par la suite, le président Bédier, à 3 reprises, sans qu'on le lui demande, à dénoncer le détournement de 600 000 voix qui s'étaient portées sur lui, qu'on a portées ailleurs.
ce qui voulait dire qu'on avait détourné rien moins que 12,5% des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection. Qu'on lui avait volé sa place au second tour. Et donc il était qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle ivoirienne, ce que tous les Ivoiriens savent très bien. Mais si Bédié était qualifié pour le second tour en 2010, qui ne l'était pas en face de lui? Lequel des deux ne l'était pas? Gbagbo ou Ouattara? La question est posée. Patrick Hachi n'a jamais rien dit sur ces questions, jamais. Il y avait aussi dans l'équipe Jano Ahoussou-Kouadio, qui était parti voir le président Ouad avec Alassane Ouattara, qui a déposé en retard le recours du PDCI. Pour contester les résultats du premier tour et qui ensuite a été nommé Premier ministre. Donc Patrick Hachi, qui aujourd'hui renonce à sa nationalité française pour, nous dit-on, devenir demain vice-président de la République, il y a peut-être d'autres raisons, je n'en sais rien. Je lance encore un débat à l'attention de nos amis ivoiriens. Et bien entendu, le débat est ouvert. Merci Norbert, merci Jean-Paul et merci à vous d'avoir écouté cette édition de Décrypter l'Afrique, la quotidienne. Rendez-vous bientôt pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.